s'agit d'une patiente de 44 ans qui a présenté une colique néphrétique droite sur un calcul bloqué au niveau des vaisseaux iliaques droits. C'est un calcul qui n'est pas repérable par les rayons X, donc il n'est pas possible de lui proposer une lithotricie extracorporelle. Et on a donc décidé de ce fait de retirer le calcul par les voies naturelles, par endoscopie, qui va donc nécessiter la réalisation d'une urétéroscopie rigide et souple pour vérifier ses cavités rénales droites. Les différentes étapes pour cette intervention, nous allons d'abord réaliser une cystoscopie, c'est-à-dire aller regarder l'intérieur de la vessie, mettre en place un guide dans les cavités du rein droit, et sur ce guide, nous allons faire progresser les urétéroscopes rigides et souples pour retirer le calcul. La première étape de cette intervention est la réalisation d'une cystoscopie. Elle nécessite l'emploi d'un cystoscope qui est un instrument rigide sur lequel est raccordée une caméra, la caméra diffusant les images sur les écrans de contrôle. Le cystoscope doit être raccordé à un câble de lumière, qu'on appelle le câble de lumière froide, qui va être donc fixé sur le cystoscope, qui permet d'apporter la lumière à l'extrémité du cystoscope, afin que l'image de l'endoscopie soit ensuite véhiculée sur la caméra pour être reportée sur les écrans. Nous avons également besoin d'une irrigation. L'irrigation va apporter du sérum physiologique, et ce sérum physiologique va permettre de remplir la vessie, afin d'avoir un espace de travail, et de voir ce qu'il se passe à l'intérieur de la vessie. On raccorde donc cette irrigation grâce à cette tubulure qui nous servira également pour l'irrigation des urétéroscopes. Donc cette irrigation est raccordée au cystoscope. On ouvre ensuite le canal d'irrigation et l'irrigation est conduite à l'extrémité du cystoscope. Nous allons donc pouvoir commencer la première étape, la cystoscopie, en introduisant le cystoscope dans l'urètre de cette patiente, et nous arrivons donc dans la vessie. Il s'agit là en l'occurrence d'une vessie normale, avec une muqueuse normale, un peu blanchâtre, qui est parcourue de petits capillaires sanguins, et nous pouvons donc, une fois que l'irrigation a rempli la vessie, nous pouvons commencer l'exploration de la vessie, afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de calcul à l'intérieur de la vessie, pas de tumeur, et nous allons également repérer les orifices urétéraux, qui sont ces petites fentes à gauche et à droite que l'on voit ici se contracter. Il s'agit de l'arrivée des urtères au niveau de la vessie, les urtères étant les conduits qui vont du rein à la vessie. Pour cette patiente, il va falloir introduire les instruments dans cet orifice, l'orifice urétéral droit, puisque son calcul est localisé dans l'urtère droit. Pour cela, nous allons introduire un guide, qu'on appelle le fil guide, dit de sécurité. Nous utilisons ici un fil guide hydrophile, c'est-à-dire qui est très glissant et qui va pouvoir progresser dans le cystoscope et ensuite être introduit dans l'urtère pour être poussé jusqu'au niveau du rein. Et sur ce guide, nous allons pouvoir faire glisser l'ensemble des instruments qui vont permettre le traitement et l'ablation du calcul. Ce guide est un guide hydrophile, c'est-à-dire qu'il est glissant lorsqu'on le recouvre de sérum physiologique. Son extrémité est totalement flexible et souple, ce qui le rend atraumatique, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'endommager ou de perforer l'urtère ou le rein grâce à cette extrémité, environ 3 cm de long, totalement flexible. Le corps du guide est lui considéré comme rigide. On dit que ce guide est stiff en anglo-saxon, c'est qu'il lui donne une certaine rigidité qui permet ensuite de faire glisser les instruments dessus. Nous allons mouiller le guide en injectant du sérum physiologique dans le dévidoir du guide, ce qui permet de le lubrifier avec ce sérum. Nous allons donc maintenant l'introduire dans l'urtère droit. Pour ce faire, nous allons passer le guide dans ce canal du cystoscope qu'on appelle le canal opérateur. Le guide est donc introduit dans le cystoscope. On repère en cystoscopie l'orifice urétéral droit que nous avons vu précédemment. On voit maintenant la pointe du guide sur l'écran de contrôle d'endoscopie et ce guide qui est introduit au niveau de l'urtère et qui est poussé jusqu'au niveau du rein. On voit la partie distale de l'urtère qui est soulevée par l'introduction du guide. Et pour savoir que le guide se trouve au niveau des cavités rénales, nous allons contrôler grâce à cet appareil qu'on appelle un appareil de fluoroscopie, c'est-à-dire de rayons X, au niveau du rein. Nous allons faire une radio péropératoire qui va nous confirmer la présence du guide au niveau du rein.
On voit ici sur la radio le guide poussé à travers le cystoscope et qui monte dans l'urtère et qui va venir maintenant se bloquer au niveau du rein. Donc le guide va être laissé dans cette position et sur ce guide vont maintenant pouvoir être montés les instruments pour l'urétéroscopie. L'étape suivante est de retirer le cystoscope, mais il faut laisser le guide en place. Pour ce faire, nous allons déconnecter d'abord l'irrigation du cystoscope. Nous déconnectons la lumière froide, également du cystoscope. Et nous allons déconnecter notre cystoscope en laissant en place la gaine externe du cystoscope qui permet de vidanger complètement la vessie. Il est essentiel en urétéroscopie de travailler avec une vessie vide. Une fois que la vessie est complètement vidée, on peut retirer la gaine externe du cystoscope en gardant en place le guide dit de sécurité. Nous allons maintenant opacifier les cavités piélocalicielles, ce qui veut dire que nous allons injecter du produit de contraste. Ce produit est opaque au rayon X. Et en injectant ce produit dans les cavités, cela va nous permettre de visualiser les cavités rénales grâce au contrôle radiologique. Pour ce faire, nous avons besoin d'introduire sur le guide un cathéter urétéral, Charrière 6. Nous allons retirer le mandrin introducteur de ce cathéter, fixer la partie pour injecter le contraste. Et lorsqu'on injecte le produit de contraste, le produit fait issue à l'extrémité et il va permettre de remplir les cavités du rein et de l'urtère afin de le voir sur le contrôle radiologique. Pour ce faire, nous allons faire progresser le cathéter sur le guide, l'introduire jusqu'au niveau du rein. Lorsqu'il sera positionné au niveau du rein, nous pourrons retirer le guide et injecter ensuite le contraste. Nous allons donc prendre le guide, introduire le cathéter urétéral sur le guide et nous allons faire progresser le cathéter sur le guide afin de l'amener au niveau des cavités du rein. Faisons donc progresser et nous contrôlons donc la progression du cathéter sur le guide. Au passage, nous sentons le frottement sur le calcul et le cathéter est donc amené jusqu'au niveau des cavités du rein. Une fois que le cathéter est positionné au niveau du rein, contrôlé par les rayons X, on peut dégager la lumière du cathéter en retirant le guide. On voit par l'extrémité du cathéter que les urines du rein se vident par le cathéter. Nous allons d'ailleurs prélever ces urines qui seront envoyées pour un examen bactériologique. Une fois le prélèvement d'urine effectué, nous allons pouvoir injecter le produit de contraste afin de visualiser encore une fois les cavités du rein. On connecte donc la seringue remplie de produit de contraste sur le cathéter et nous pouvons commencer l'injection sous contrôle radiologique afin de voir apparaître les cavités rénales. Nous débutons l'injection, on peut voir les mouvements du cathéter liés à la respiration du patient. L'injection débute, qui permet donc de remplir les cavités du rein et donc de voir se dessiner le système collecteur du rein. On peut voir pour cette patiente que son rein est dilaté, ce qui est logique étant donné que le calcul bloque son urtère et empêche les urines de passer. L'étape suivante est de réintroduire le guide, qui est absolument indispensable. Ce guide doit être maintenu pendant toute l'intervention. Il s'agit d'un guide de sécurité, un peu à l'identique d'un guide utilisé par un alpiniste pour s'accrocher à la montagne. Il nous faut donc le remettre en place. Nous allons donc le réintroduire dans le cathéter, le repositionner au niveau du rein et nous allons ensuite retirer le cathéter en laissant en place le guide de sécurité. Donc le guide est réintroduit, toujours par son extrémité flexible. Il s'agit d'un guide qui est très glissant, c'est un de ses avantages, d'où le caractère hydrophile, mais ça peut être également un inconvénient si le guide n'est pas bien fixé. Il faut donc toujours contrôler la position de ce guide. Le positionnement du guide à travers le cathéter au niveau du rein se fait également sous contrôle radiologique. Ici, on peut voir que le guide est bien dans les cavités du rein, le rein qui est toujours en mouvement
en raison des mouvements respiratoires du patient. Il s'agit des mouvements du diaphragme sur le rein qui poussent le rein de haut en bas. Le guide étant en place, nous allons pouvoir retirer le cathéter urétéral. Le cathéter est donc retiré et le guide est lui laissé en place. L'étape suivante est de préserver ce guide dont on aura besoin tout au long de l'intervention. Nous allons donc le refixer dans son dévidoir. Le guide est réintroduit dans le dévidoir. Le dévidoir est fixé sur la cuisse de la patiente en utilisant une bande collante. Il n'y a pas possibilité de perdre ce guide. Il va rester en place toute l'intervention dans cette position. En cas de besoin, il est possible de récupérer le guide en déclipsant le dévidoir et en récupérant le guide au besoin. L'étape suivante va être l'introduction de l'urétéroscope rigide au niveau de l'urtère pour aller visualiser le calcul et le traiter, c'est-à-dire le casser et retirer les fragments. Pour cela, nous allons utiliser un urétéroscope dit semi-rigide. C'est un urétéroscope constitué de fibres optiques qui lui confère une certaine souplesse, d'où son terme de semi-rigide. Un urétéroscope semi-rigide est constitué de la même façon qu'un cystoscope. Nous avons une optique sur laquelle sera fixée la caméra pour amener les images sur nos écrans de contrôle, une arrivée pour la lumière dite lumière froide, qui pourra être connectée de cette façon, afin d'obtenir à l'extrémité de l'urétéroscope une illumination des cavités du rein et de l'urtère, et des canaux qui permettent d'amener l'irrigation, le sérum physiologique, à l'aide de la tubulure d'irrigation, et des canaux dits opérateurs, 2 en l'occurrence sur cet urétéroscope, qui vont permettre d'introduire les instruments pour casser les calculs, mais également pour retirer les fragments. Nous allons donc connecter la lumière froide, connecter l'irrigation. L'irrigation fait toujours appel à cette tubulure spécifique pour l'urétéroscopie rigide et souple. L'irrigation est connectée en latéral. On va ensuite récupérer cette extrémité nommée joint d'étanchéité. L'extrémité va être fixée sur le canal opérateur. À ce moment-là, l'irrigation peut être ouverte. Et on peut voir, à l'extrémité de l'endoscope, le sérum physiologique qui s'écoule. Le fait d'utiliser un joint d'étanchéité sur le canal opérateur va permettre d'introduire un instrument, mais afin de ne pas perdre l'irrigation par le canal opérateur, le joint d'étanchéité va être ajusté à la taille exacte de l'instrument introduit, ce qui permet de fermer le canal et de préserver toute l'irrigation à l'extrémité de l'endoscope sans avoir de fuite. Cette tubulure d'irrigation est équipée d'une pompe manuelle qui va pouvoir être activée par l'assistant en cas de besoin pour créer une augmentation du flux d'irrigation ou une augmentation de pression transitoire. Lorsque la pompe est activée, on va voir que le flux à l'extrémité de l'endoscope augmente. Comme on peut le voir ici, l'irrigation est augmentée en activant la pompe. Cette manœuvre peut être nécessaire, elle n'est pas systématique, mais elle va permettre de faciliter le geste opératoire. Lorsque l'opérateur veut manipuler cette pompe par lui-même, il peut configurer la tubulure différemment en supprimant cette extension que l'on appelle la rallonge et en fixant directement la pompe manuelle sur le reste de la tubulure. Dans cette configuration, la pompe se trouve alors très proche de l'opérateur et il va pouvoir manipuler la pompe par lui-même. Nous allons maintenant connecter également la caméra. Pour cela, nous allons désadapter la caméra du cystoscope. Le cystoscope va être isolé et la caméra va pouvoir être connectée, recouverte de sa housse stérile afin d'éviter tout risque de contamination de l'appareil par la caméra qui, elle, n'est pas stérile. Une fois que la caméra est refixée, l'ensemble du dispositif est en place, qui permet donc de saisir l'urétéroscope dans une main et d'introduire l'urétéroscope à côté du guide de sécurité, rentrer dans la vessie, puis pénétrer dans l'urtère et remonter dans l'urtère jusqu'au contact du calcul. En cas de besoin, s'il est nécessaire d'injecter du produit de contraste, il va être possible de connecter une seringue sur cette entrée, d'ouvrir le site d'injection de la tubulure, fermer l'irrigation et injecter de ce fait du contraste en péropératoire.
On appelle cette extrémité le site d'injection. L'urétéroscope va donc être maintenant introduit d'abord dans la vessie, puis dans l'urtère. Nous sommes maintenant dans la vessie. On reconnaît l'image vue en cystoscopie, c'est-à-dire l'orifice urétéral soulevé par le guide au niveau de l'urtère. Et on peut voir le trajet de l'urtère sous la vessie qui remonte ensuite vers le rein. À partir de maintenant, il nous faut introduire l'urétéroscope dans cet orifice. Nous allons donc diriger l'urétéroscope dans l'axe du guide pour passer dans l'urtère. On se retrouve maintenant dans l'urtère. L'urtère, c'est donc un canal dit virtuel, c'est-à-dire que sa lumière interne s'ouvre au moment de l'irrigation. On peut actuellement remonter dans l'urtère. On passe une zone très inflammatoire qu'on appelle œdémateuse, qui est cette zone un peu rouge qui saigne au contact, qui est la zone où le calcul s'était bloqué, qui a irrité l'urtère, et l'urtère a donc développé cette inflammation muqueuse. En passant avec l'urétéroscope, on repousse un peu le calcul dans la partie supérieure de l'urtère et on peut maintenant parfaitement visualiser ce calcul, qui est un calcul typique d'oxalate de calcium qu'il va falloir maintenant traiter, que nous allons casser avec un laser appelé laser holmium. Et nous allons ensuite retirer les fragments en utilisant un instrument appelé un panier. Le laser est activé, ce laser est complètement absorbé dans le sérum physiologique. Il n'y aura donc pas de diffusion de l'énergie lumineuse du laser dans le corps du patient. Toute l'énergie sera délivrée au contact du calcul, ce qui en fait un outil sécurisant. Le laser étant une énergie lumineuse, le laser va être capable de traverser n'importe quel tissu. Le laser va être introduit dans le canal opérateur de l'urétéroscope. Pour cela, le joint d'étanchéité est ouvert. Il permet l'introduction de la fibre laser dans l'urétéroscope. Et pour préserver l'irrigation, le joint d'étanchéité est ajusté à la taille de la fibre, ce qui permet d'éviter toute fuite du liquide d'irrigation à ce niveau. La fibre laser est donc amenée au contact du calcul. On voit ici sur l'écran la fibre bleue avec son pointeur rouge qui touche désormais le calcul. On va déclencher le laser. Le laser est contrôlé par l'opérateur à l'aide d'une pédale et qui va donc permettre maintenant, comme on le voit, d'entrer en contact avec le calcul et de vaporiser ou tout au moins de casser le calcul. On voit la poudre apparaître qui correspond à la vaporisation du calcul par le laser. Pour réaliser l'ablation du calcul, nous allons utiliser un instrument appelé panier. Il s'agit d'une pince qui va permettre d'attraper le calcul et de retirer le calcul à l'extérieur du patient. Le panier est donc extrait de son dévidoir. Le panier va donc être ouvert en manipulant la poignée qui permet d'ouvrir et de fermer le panier une fois que le calcul sera capturé par le panier appelé également cage. Le panier va donc être introduit par le canal opérateur. Pour cela, la fibre laser est retirée. Et la fibre laser est remplacée par le panier, introduit également dans le canal opérateur. Le joint d'étanchéité est à nouveau ajusté à la taille de ce panier, qui lui mesure 1,9 French, ce qui correspond environ à 0,6 mm. Le panier progresse dans l'endoscope et va apparaître sur l'écran d'endoscopie. Une fois que le panier est avancé dans l'urtère, il dépasse le calcul. À ce moment-là, il peut être déployé ou ouvert. Et par une manœuvre de retrait, le panier va venir bloquer, attraper le calcul. L'extrémité de ce panier est extrêmement souple et on peut voir qu'il n'y a pas de pointe. Ces paniers sans extrémité, très souples, évitent toute lésion de l'urtère à type de perforation. Ils sont constitués de nitinol, qui est un alliage de nickel et de titane extrêmement souple et atraumatique. Une fois que le calcul est capturé, il peut être amené vers la vessie en activant la pompe d'irrigation.
le flux va augmenter au sein de l'urtère et va permettre d'ouvrir un peu l'urtère afin de pouvoir retirer le calcul qui, comme on le voit, après sa fragmentation, peut désormais passer la zone inflammatoire où il était coincé. On voit toujours le guide de sécurité qui est en place, le calcul prisonnier du panier qui va donc être amené au niveau de la vessie. Et là maintenant on va voir l'extraction par le MEA. Le calcul qui est extrait, qui est dans la vessie. Et ce calcul va être maintenant extrait de la vessie à l'extérieur. Le calcul est maintenant extrait en ouvrant doucement le panier. Le calcul est dégagé. Il pourra être envoyé pour une analyse. Il nous faut maintenant, à ce stade de l'intervention, vérifier qu'il n'existe pas d'autres calculs au niveau du rein ou qu'il n'y a pas un fragment au moment de la fragmentation laser qui soit remonté au niveau du rein. Pour cela, il va falloir utiliser un troisième instrument après le cystoscope, l'urétéroscope rigide. Nous allons utiliser un urétéroscope dit souple qui va permettre d'aller jusqu'au niveau du rein et d'aller voyager dans toutes les cavités du rein pour vérifier l'absence de ces possibles calculs. Pour cela, nous allons avoir besoin de reprendre le guide de sécurité et sur ce guide de sécurité, nous allons faire monter un tube appelé gaine d'accès. Cette gaine va rester à l'extérieur mais va monter jusqu'en dessous du rein. Elle va permettre ensuite l'introduction de l'urétéroscope souple directement à l'intérieur de la gaine afin de visualiser les cavités du rein. Cette gaine d'accès est donc un outil indispensable, pas toujours nécessaire, mais régulièrement important. Elle est constituée de deux éléments, le tube en lui-même et son introducteur qui va permettre de faire glisser la gaine sur le fil. Cet introducteur a la particularité d'avoir deux sites distincts, deux canaux, un par lequel le guide va sortir, mais également un deuxième canal par lequel il est possible d'injecter du produit de contraste au moment de l'intervention. On appelle cet introducteur un cathéter double lumière. Le cathéter double lumière, qui fait donc office de mandrin introducteur de la gaine, va être monté sur le guide, mais en cas de besoin, il est possible d'injecter du produit de contraste par la deuxième entrée au moment du geste, afin d'avoir une injection de produit sans être obligé de retirer le guide qui lui est dans la deuxième lumière. La gaine d'accès, comme le fil guide, est dite hydrophile. Elle comporte un revêtement de surface qu'il va falloir activer avec l'utilisation de sérum physiologique, ce qu'on appelle la lubrification de la gaine. Le fait de lubrifier avec du sérum rend cette gaine extrêmement glissante, d'où son caractère hydrophile qui va pouvoir faciliter l'introduction dans le corps du patient. Il est nécessaire également de lubrifier l'intérieur de la gaine et de lubrifier les deux canaux d'injection, ce qui a aussi l'avantage de purger les canaux de l'air contenu à l'intérieur. Une fois que la gaine a été lubrifiée, elle va être introduite sur le guide. Pour cela, nous allons récupérer le guide de sécurité en le faisant sortir de son dévidoir et la gaine va pouvoir être introduite dans l'axe sur ce guide afin d'être positionnée à l'entrée du rein dans la partie supérieure de l'urtère. L'introduction de la gaine se fait donc par son extrémité. On peut voir que le guide fait issue par le canal central de l'introducteur. Le deuxième canal est toujours libre, ou pour injecter du produit de contraste, ou pour positionner un deuxième guide en cas de besoin. La gaine est avancée sur le guide et son positionnement va être contrôlé sous amplificateur de brillance, comme nous l'avons fait pour le cathéter urétéral ou le positionnement du guide dans les cavités rénales. Voilà. On voit ici sur la radio le guide dans la vessie qui monte au niveau du rein et on reconnaît le bassin de la patiente avec sa hanche droite. La gaine est donc poussée. Le positionnement de la gaine d'accès urétéral va se faire donc sur le guide et sous contrôle radiologique, et on peut voir la partie distale, la bague radio-opaque de la gaine d'accès qui progresse et qui va donc être introduite dans sa totalité, c'est-à-dire les 35 cm sous le rein. On reconnaît
le produit de contraste du rein. La gaine d'accès est donc positionnée juste à l'entrée du rein. Une fois que la gaine est positionnée à l'entrée des cavités du rein, le mandrin introducteur va être retiré. Nous aurions pu injecter du produit de contraste pour visualiser les cavités du rein, mais actuellement elles sont toujours visibles, donc pas nécessaire. On va donc fixer la gaine et retirer le mandrin introducteur en le faisant glisser sur le guide. On peut voir ici que le rein dilaté se vide par la gaine d'accès, ce qui confirme donc que l'on peut travailler grâce avec cette gaine d'accès à basse pression au niveau du rein. Le mandrin introducteur est retiré. Nous allons maintenant utiliser un urétéroscope dit souple. Il s'agit d'urétéroscopes constitués exclusivement de fibres optiques qui sont très malléables et qui vont permettre d'aller explorer l'ensemble des cavités du rein. Ces endoscopes sont équipés d'une déflexion que l'on peut manipuler avec le pouce de la main dominante et l'activation de ce levier permet de commander la partie distale de l'endoscope qui va pouvoir s'incurver complètement dans un sens ou dans l'autre. Il est possible en faisant bouger l'endoscope, en le faisant tourner dans sa main et en combinant avec la déflexion de faire voyager l'urétéroscope dans toutes les directions de l'espace. La mise en place de l'urétéroscope souple dans les cavités du rein va répondre aux mêmes impératifs que pour les cathéters, c'est-à-dire qu'il va progresser, glisser sur le guide pour être amené dans le rein en passant dans la gaine d'accès. Pour cela, le guide va être lubrifié par du sérum physiologique et le guide va être introduit dans le canal opérateur de l'endoscope, comme nous l'avons fait précédemment avec le cathéter urétéral ou la gaine d'accès. On peut voir ici l'issue du guide par le canal opérateur de l'endoscope, et l'endoscope qui est donc poussé sur le guide. L'endoscope glisse, donc le positionnement exact de l'urétéroscope souple sur le guide à travers la gaine se fait sous contrôle radiologique. On voit ici l'endoscope qui a glissé sur le guide qui est au niveau du rein. L'urétéroscope est actuellement dans le rein. Il faut retirer le guide afin de libérer le canal opérateur. Et comme pour l'urétéroscope rigide ou le cystoscope, il nous faut connecter de la lumière et l'irrigation. Et nous allons toujours utiliser cette tubulure spécifique d'irrigation pour urétéroscopie et également fixer le joint d'étanchéité dans l'axe du canal opérateur afin à nouveau de pouvoir introduire au besoin la fibre laser ou le panier en nitinol de 1,9 French. Enfin, la troisième connexion est la caméra pour à nouveau amener l'image sur les écrans de contrôle. La première image endoscopique du rein est régulièrement de mauvaise qualité en raison de la présence d'urine, de produits de contraste et un peu de sang. Il va falloir donc laver ces cavités rénales. Et pour ce faire, nous allons utiliser la petite pompe manuelle de la tubulure d'irrigation qui permet d'augmenter le flux d'irrigation au travers de l'urétéroscope et donc, petit à petit, de laver et d'éclaircir la vue endoscopique. Cette manœuvre peut prendre quelques minutes en fonction de l'état des cavités. Elle est une étape essentielle dans la technique d'urétéroscopie souple. La manipulation de l'endoscope dans les cavités du rein permet d'aller et d'explorer l'ensemble des cavités à la recherche des éventuels calculs qui auraient pu remonter dans le rein au moment du traitement au laser ou alors des calculs concomitants. Cette patiente ne présente pas de calculs résiduels au niveau de ses cavités piélo-calicielles. Nous allons donc retirer l'endoscope, vérifier l'urtère avant de mettre en place une sonde double J qui est un drain qui sera laissé en place quelques jours en post-opératoire. La gaine d'accès est retirée et glissée sur l'urétéroscope et l'urétéroscope va être retiré, ce qui permet donc de visualiser l'ensemble de l'urtère en partant du rein jusqu'au niveau de la vessie, l'urtère mesurant environ 30 cm. L'activation de la pompe manuelle permet d'ouvrir parfaitement l'urtère afin de visualiser toute la longueur de l'urtère, vérifier qu'il n'y a pas de calcul résiduel ou de fragments du rein jusqu'à la vessie. Voilà. On est actuellement dans la vessie, il n'y existe donc aucun calcul. Nous allons remettre en place l'endoscope pour repositionner le guide dans les cavités afin de positionner la sonde double J en fin d'intervention. En fin d'intervention, il peut être nécessaire, comme pour cette patiente, de mettre en place une sonde double J. Une sonde double J
est un cathéter d'environ 30 cm de long qui présente à ses deux extrémités des courbes en forme de J, d'où son nom de double J. Ces petites boucles vont permettre à cette sonde, une fois en place, avec une boucle dans le rein et une boucle dans la vessie, de ne pas pouvoir se mobiliser. Et la sonde va pouvoir ainsi rester en place. Il s'agit donc d'un cathéter. Celui-ci mesure 7 charrières, c'est-à-dire 2,1 mm de diamètre. Et on peut voir des perforations le long de ce tube qui va donc permettre aux urines du rein de passer dans ce cathéter pour aller jusqu'au niveau de la vessie. On appelle ça le drainage rénal. Il va permettre également la cicatrisation de l'inflammation que nous avons vue au niveau de l'urtère. Elle peut rester en place plusieurs mois, mais elle sera retirée en fait après quelques jours. Il n'est pas souvent nécessaire de laisser cette sonde double J en place très longtemps. Pour la mise en place, elle va être, comme toujours, glissée sur le guide. Les boucles étant souples, elles peuvent être rigidifiées. La double J va monter en glissant sur le guide et va être positionnée de cette façon. Le guide est à nouveau lubrifié et la double J peut être introduite sur le guide. On voit que la souplesse des boucles permet d'aligner les boucles sur le guide et de faire glisser cette sonde sur le guide à la façon d'un téléphérique sur son fil. La sonde est donc poussée sur le guide et à nouveau, le bon positionnement va se vérifier sur le contrôle radiologique. La sonde est donc poussée sur le guide et lorsque la sonde est arrivée dans le rein, le retrait du guide permet alors de libérer la première boucle, dite boucle rénale, et de positionner l'extrémité de la double J au niveau du rein. Afin de positionner la boucle de la double J au niveau vésical, il est nécessaire, et particulièrement chez les hommes, en raison de l'urètre, d'utiliser un mandrin introducteur appelé poussoir. Il va permettre de pousser la double J dans la vessie. Ce poussoir est équipé ici d'un système dit connectable qui va permettre de fixer la double J au poussoir, permettant la mobilisation, la rotation ou le retrait de la double J au besoin. Lorsque la double J sera correctement positionnée, le poussoir est retiré et le retrait du poussoir permet de libérer la double J au niveau vésical. Le poussoir va donc être introduit lui aussi sur le guide, comme nous l'avons fait précédemment pour la sonde double J. Le poussoir va donc glisser sur le guide hydrophile. Le poussoir est enfoncé dans la double J, on parle de connexion. Une fois cette connexion faite entre la sonde double J et le poussoir, il est possible de faire progresser la double J en activant uniquement le poussoir. Hop. La sonde double J actuellement est positionnée dans le rein. Le retrait du guide a libéré la boucle rénale. Il nous faut maintenant libérer la boucle vésicale. Les rayons X vont donc être dirigés sur la vessie. À cet instant, le guide est complètement retiré de la sonde double J. Et dans le même temps, le poussoir est amené dans la vessie. Et la déconnexion de la double J va permettre de libérer la sonde au niveau vésical. L'intervention se termine par un drainage de la vessie. Il faut pour cela mettre en place une sonde dite vésicale. Il s'agit d'un tube en silicone qui sera positionné dans la vessie et qui vont permettre aux urines de s'évacuer vers une poche afin de contrôler la diurèse de la patiente pendant 24 heures. Pour que cette sonde tienne en place, on injecte du sérum physiologique dans un petit ballon qui va permettre de maintenir la sonde vésicale en place dans la vessie. Au premier jour opératoire, le ballonnet sera dégonflé et lorsque le ballonnet est retiré et dégonflé, lorsque le ballonnet est dégonflé, il sera possible de retirer la sonde vésicale. La sonde, connectée à son sac collecteur, est introduite dans l'urètre de la patiente et on peut voir les urines de la vessie qui vont se drainer automatiquement dans le sac collecteur. Le ballonnet est gonflé. Ce qui permet ensuite
de laisser la sonde vésicale en place, bloquée dans la vessie.